Pourquoi tant de haine? Comment peut-on accepter La haine intacte. La vengeance et la haine. Ce n'est pas acceptable. Je vous demande de vous arrêter. Taisez-vous! Pourquoi tant de haine? Chers amis auditeurs, bonjour, bienvenue pour votre nouvelle édition de Pourquoi tant de haine, l'émission des génocides imaginaires. Aujourd'hui, nous allons nous entretenir du très grand Louis-Ferdinand Céline avec Lounès Darbois. Auteur contre-culture, vous vous souvenez, il était l'auteur de Sociologie du Ardeur. Alors, qu'est-ce qui vous autorise, Lounès, à nous parler de Louis-Ferdinand Céline et en particulier de ses pamphlets? Qu'est-ce qui vous autorise? D'où parlez-vous? Comme disaient les situs. Eh bien, ceux qui ont lu Sociologie du Ardeur ont vu qu'il s'agissait d'un livre sur la pornographie, mais aussi d'un livre d'explication du racisme anti-blanc par la pornographie. Et il va sans dire que Céline hante les pages de ce petit ouvrage, c'est pas difficile à voir. J'ai lu tous ces livres à partir de 2008, et c'est vraiment un auteur... Voilà, j'ai même pas de distance critique avec son œuvre, quoi. Tant à chaque relecture, de nouveaux passages prophétiques sont éclairés par l'actualité en cours, aujourd'hui plus que jamais d'ailleurs. Et vraiment, sa force évocatrice, sa capacité prédictive, sa connaissance du cœur humain, sa maîtrise dans l'exposition de la vérité sont bouleversantes. Son audace à être soi-même dans le style, à restituer dans l'écrit, l'émotion du parler, bon, toutes ces choses qu'on sait déjà, tout ça fait de Céline vraiment le plus grand écrivain français du XXe siècle, mais c'est ici qu'il faut aller au bout et bien préciser que sa virtuosité réside dans le voyage, certes, dans Mort à crédit, dans sa correspondance, oui, mais aussi dans Bagatelle, dans l'école des cadavres, dans Mea culpa et dans les beaux draps. En réalité, les pamphlets sont non pas des livres ignobles, comme disent les gens sur les plateaux de télé, mais c'est un mélange de satire, de chronique et de poésie pure. C'est une forme littéraire issue d'une tradition qui remonte en fait à Horace, à Juvénal, mais aussi à tout le Moyen-Âge oral, et jusqu'au chant bardique, à la racine même, à l'origine mystérieuse et probablement merveilleuse des peuples européens. On peut faire le pari que la thèse de Darwin sera sera un jour démontrée fausse, tout comme aujourd'hui on rigole de ceux qui, vous savez, croyaient à l'astrologie en des temps reculés. On est passé de l'astrologie à l'astronomie. Et en écoutant le parler de la rue, le parler populaire français, Céline entendait discerner une âme collective, plurimillénaire, et c'est tout cela qu'il a restitué en s'en faisant le médiateur. Je le cite, il dit « Je ne suis que l'ouvrier d'une certaine musique ». Voilà toute son œuvre. Alors c'est vrai que vous évoquez particulièrement donc les essais, Bagatelle, l'école des cadavres, Mea culpa et les beaux draps. Mais d'abord une petite question, Lounès, où on peut se les procurer ces livres? Eh bien, ils sont en principe interdits de réédition. Sa veuve, qui est décédée récemment, avait demandé qu'ils ne soient pas republiés de son vivant. Je ne sais pas où en est l'actualité juridique de ce point de vue-là. Vous tapez les titres de ces ouvrages avec la mention PDF et vous allez les trouver très facilement sur Internet. D'accord. Je crois qu'il y avait aussi un site qui a été mis en ligne. Je l'ai pas retrouvé là, mais je crois qu'il est toujours disponible, qui s'appelle lesinterdits.fr, où on peut les trouver aussi. On parlait des pamphlets. C'est vrai que souvent on essaie de faire la différence, de distinguer entre les pamphlets et l'œuvre romanesque. Mais qu'est-ce qui fait des pamphlets, des écrits finalement dans la continuité du voyage au bout de la nuit, des récits autobiographiques d'enfance comme Mort à crédit, ou encore Guignol's Band, ou les chroniques d'après-guerre? Récemment, Houellebecq a dit, une fois de plus assez courageux, toujours là où on l'attend pas, il a dit « J'ai relu les pamphlets et en fait, c'est plutôt bon, c'est ça le problème ». Qu'est-ce qui fait l'intérêt des pamphlets? En fait, c'est leur supériorité. C'est ça qu'on dit pas. C'est que, si vous voulez, dans le pamphlet, l'auteur n'est plus un romancier, c'est un chroniqueur. Il parle de manière directe. Il est là, comme le sismographe de son époque. Il supprime la médiation des personnages qui existent dans les romans. Il supprime ce côté ouaté du roman. Il fonce droit à la vérité en prenant sur lui le maximum de risques.
y compris se faire tuer, perdre son job. Il avait perdu son job dans les années 30 pour ça, et il était menacé de mort. Son logement avait été dévasté, et certains de ses manuscrits détruits. Par exemple, le vrai manuscrit de Guignol-Sband, on ne l'a pas. C'est une énorme perte pour la littérature, quoi. Pour tout dire, les pamphlets ne sont pas sortis comme ça sur un énervement de sa part, mais sont l'exposition de vérités que Céline connaissait de son expérience pratique. Lui ne fait jamais de théorie, depuis les années 1920. La preuve, c'est sa pièce de théâtre de jeunesse L'Église, qui contient en fait le voyage aux 2 premiers et 2 derniers actes, mais bagatelle au 3e acte. Donc, désolé pour les critiques qui ne savent pas lire une œuvre complète, Céline ne s'est jamais renié, il s'est simplement restreint à un moment et lâché à d'autres. Ceci pour des raisons très précises qui ont trait à sa vie, mais aussi aux événements autour de lui, qu'il voyait. Et étant lui médecin de formation et empreint d'une profonde pitié pour ses prochains, il ne pouvait pas fermer sa bouche, ni laisser sa plume dans l'encrier. Mais il faut bien préciser une chose, c'est qu'il n'a jamais appelé à la violence. Et surtout, il a pris tous les risques qu'il a pris sous Blum en 1937, puis ensuite sous la commandanture en 40-44, sous la commandanture. Là, il est passé à autre chose. Et c'est ça sa grandeur. Et c'est qu'il n'a jamais été un hagard, vous savez, comme dirait par exemple Bassem. Céline correspond à la définition du mot magnanime. Les gens qui le traitent de salaud, sont eux les salauds, parce qu'ils savent très bien combien Céline a été en réalité impeccable pendant la guerre, irréprochable. Bon, il n'a jamais appelé au massacre. Bagatelle pour un massacre, c'est un livre qui prévient les Français qu'un massacre va arriver. C'est pas du tout un appel au massacre. Les petits malins des plateaux de télé jouent toujours sur cet équivoque. Et il a hurlé au danger du massacre. Il a mis toute sa force et toute sa notoriété à essayer d'empêcher la guerre. Il n'a jamais essayé de faire jouer, par exemple, sa pièce de théâtre L'Église sous l'occupation, alors que Sartre, si. Et c'est ça la grandeur française, la vraie manière française de faire. Et malgré la synagogue qui avait persécuté la France pendant les fameuses années 30, 75% de ses membres avaient été sauvés par le petit peuple dans les années 40. Donc cachés dans des fermes, des monastères, des maisons, tout ce que l'on sait déjà. Eh bien, Céline, c'est la voix de tous ces muets anonymes. Et dans les pamphlets, il dit avec érudition, avec verve, avec lyrisme, ce dont tout mec qui n'est pas un puceau a l'intuition. Et voilà pourquoi il faut faire connaître Céline dans son œuvre complète. En outre, les pamphlets, c'est très fort, très drôle, très riche en vocabulaire, et c'est avéré vrai avec le temps, c'est ça qui est embêtant. Et c'est ça qui est incroyable aussi. Bon. Et on peut dire, en fait, pour conclure, hier, Céline avait raison, et aujourd'hui, Sora a raison. Oui, et alors, vous allez très loin, vous dites Céline a été irréprochable pendant la guerre. Est-ce que vous pouvez élaborer un peu, parce que c'est contre-intuitif avec tout ce qu'on entend sur son compte et qui l'a conduit ensuite à fuir au Danemark après la terrible mésaventure du château de Sigmaringen, qui est d'ailleurs raconté de façon très amusante d'un château à l'autre. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot de cette impeccabilité que vous lui attribuez pendant la guerre ? C'est facile de le voir en lisant sa correspondance. Elle est trouvable dans le commerce et on peut voir les lettres qu'il écrivait en 39-45. On sait aussi qu'il n'a pas fait d'entrisme, il n'a pas joué des coudes pour obtenir des places, il est resté ce qu'il était, médecin des pauvres. Il habitait un petit appartement rue Girardon. C'est pas le 16e. Il n'a pas gagné d'argent. Il n'a pas dénoncé qui que ce soit ou appelé depuis une embrasure où là il était en sécurité à commettre des actes sur le terrain. On lui reproche des tas de choses alors qu'il n'est plus là pour se défendre. Et puis alors que c'était un type qui a soigné gratuitement des gens pendant des années. Il aurait pu très bien, par exemple, se faire nommer médecin dans une bonne place, dans un beau quartier, dans le 7e, dans le 6e, avoir une belle clientèle. Il n'a jamais demandé ça. Il est toujours resté le médecin des pauvres, des banlieues. Et c'était ça qu'il était, à l'époque où les banlieues, c'était vraiment autre chose qu'aujourd'hui. Donc, il a été irréprochable dans la mesure où il est resté ce qu'il était et il a pris beaucoup de risques d'un point de vue littéraire dans ses positions entre 37 et 38. Et ensuite, dès 39, dès que ça a pété, il s'est engagé sur des bateaux infirmiers pour soigner des gens. Un de ces bateaux a été coulé, il était dedans d'ailleurs. Il s'est en Méditerranée, il est revenu.
Enfin, toute sa vie est complètement romanesque. Il n'a fait que prendre des risques pour lui-même. Il a fait jamais prendre des risques aux gens. Mais pourquoi il y a tant de haine contre ce noble homme aujourd'hui? C'est parce que il a dit la vérité. Et ça c'est tellement éclatant dans ces pages que les gens deviennent dingues forcément quand ils voient ça. Et ils disent, il faut absolument que la figure de Céline soit mise sous le boisseau, soit accablée de tous les anathèmes. Vous comprenez? Ok, profitons-en. Puisque vous en êtes là, Lounès, est-ce qu'on peut dire un mot justement de sa biographie? Can't stop, addicted to the shindig. Chop, chop, he says I'm gonna win big. Choose not to life.